Vers l'épreuve, exercice 1. Allô? Bonjour Robert, c'est Pascal. Ah, Pascal! Comme ça fait plaisir de t'entendre. Tu viens bientôt nous voir à Paris? Oui, ça y est, j'ai mon billet. J'arrive le 10 mai au matin et je reste une semaine. Ah, mais c'est parfait! Tu seras là pour la nuit des musées. C'est quoi la nuit des musées? Eh bien, ça se passe une fois par an. Les musées sont ouverts au public jusqu'à 1h du matin. C'est gratuit et il y a des animations spéciales. C'est formidable. Ça existe depuis quand? C'est la France qui a lancé l'idée en 1999. Mais depuis, plusieurs pays ont suivi. Et toi, qu'est-ce que tu as vu l'année dernière? Je suis allé au musée de Cluny, le musée du Moyen-Âge. Il y avait un spectacle très bien fait avec des acteurs en costume d'époque. Et puis j'ai visité ce musée que je n'avais jamais vu et cela en valait vraiment la peine. La collection est magnifique. Bon, on ira voir autre chose puisque tu l'as déjà vu. T'as des suggestions? Je pense qu'il faut aller dans les petits musées. Tout le monde se précipite vers les grands, le Louvre, le Grand Palais, le Centre Pompidou. J'aimerais bien aller au musée Rodin. J'adore ce sculpteur. En plus, voir les statues éclairées dans le jardin la nuit, ça doit être vraiment beau. Mais je pense qu'il y aura beaucoup de monde aussi, mais on peut essayer. Tu arrives à la gare à quelle heure? Je viendrai te chercher. À 10h. Ok, c'est parfait. Je te retrouve au bout du quai. Oh, c'est vraiment gentil. Je te fais des grosses bises. Au revoir. Exercice 2. Oh, salut Caroline. J'ai cru que tu allais encore être en retard. T'exagères, c'est quand même pas systématique. Alors, quoi de neuf depuis qu'on s'est vu? Je me suis engagée comme bénévole dans les Restos du Cœur. C'est quoi les Restos du Cœur? C'est une association qui a été créée en 1985 par un humoriste qui s'appelait Coluche. Malheureusement, il est mort quelques mois plus tard, mais ce qu'il a mis en place est toujours là. C'est-à-dire? Les Restos du Cœur distribuent de la nourriture à ceux qui n'en ont pas, surtout en hiver, mais en été aussi. Mais il n'y a pas que cela. On aide aussi les jeunes mamans. On leur donne du lait, des habits, des couches, etc. Et aussi des conseils. En plus, on aide les élèves qui sont en difficulté et on permet à 2500 familles de partir en vacances. Waouh, c'est vraiment formidable. Et toi, tu fais quoi? Moi, je travaille dans un jardin potager. Notre jardin permet de cultiver assez de légumes pour nourrir 100 personnes pendant 100 jours. Toute la production est distribuée dans les restos. Tu crois qu'il y a d'autres associations de ce type dans le monde? Je crois pas. Nous avons reçu des associations africaines qui voulaient voir comment nous faisions et nous sommes prêts à donner des conseils, mais nous ne donnons pas de leçons aux autres. Chacun a sa manière de faire face aux problèmes. Eh ben, bravo Caroline. Dis donc, tu pourrais venir travailler dans un jardin avec moi? Pourquoi pas? On en reparlera. Exercice 3. Bonjour Émilie. Je suis vraiment content de te revoir. Ça fait longtemps que t'es pas venue à Paris. Oui, c'est vrai, Jean. Il me semble que cela fait un siècle. Tu sais que je n'avais pas encore vu les vélos en libre service? Les Vélib, tu veux dire? Il y a une station juste en bas de chez moi si ça t'intéresse. Tu t'en sers? Non, moi pas tellement. Je me sens pas à l'aise à vélo dans Paris. C'est pas vraiment une ville faite pour le vélo, mais ma femme et ma fille, oui, elles adorent. Ça a beaucoup de succès? Ah ouais, pas mal. Quelquefois, il faut faire plusieurs stations avant de pouvoir trouver un vélo. Et pourtant, il y a des stations presque à chaque coin de rue. Et comment on fait pour en emprunter un? Si tu vis ici, c'est mieux de prendre un abonnement à l'année. Mais on peut aussi prendre un abonnement à la journée ou à la semaine. Les 30 premières minutes de chaque trajet sont toujours gratuites. Il y a des personnes qui en profitent, ils prennent un vélo pour une demi-heure, ils le remettent en place, et puis ils prennent un autre vélo. Et comme ça, ils ne payent que l'abonnement. En fait, le Vélib, c'est pratique si ton travail est pas trop loin et que tu peux faire le trajet en moins d'une demi-heure. Mais le problème, c'est qu'on trouve pas toujours à se garer. Parce que tout le monde va vers les mêmes endroits le matin. Par exemple, j'ai voulu aller à la gare Montparnasse à Vélib, mais il n'y avait plus de place pour remettre mon vélo dans les stations autour de la gare.
J'ai perdu pas mal de temps avant de pouvoir me garer. Quand même, c'est pas mal comme invention. Moi, je vais m'en servir pour visiter Paris. Oui, mais alors dans ce cas, je te prêterai un casque. Il y a trop de gens qui sortent sans casque. D'accord. On va faire un tour maintenant ? D'accord, on y va. Exercice 4. Papa, maman, j'ai réussi mon bac. Bravo. Oui, félicitations. Nous sommes vraiment très heureux pour toi. Alors, tu vas t'inscrire à l'université maintenant ? Non, j'ai changé d'avis. Je veux passer un an à l'étranger et faire mes études ensuite. Comment ça? Mais c'est pas possible, tu vas pas perdre une année à rien faire. Mais je n'ai pas l'intention de ne rien faire. Je vais travailler et je vais me perfectionner en anglais. Tu sais, on n'a pas les moyens de te payer un an de vacances. Je sais, mais j'ai décidé d'aller en Australie où je pourrais bénéficier d'un visa vacances-travail. On travaille 6 mois et on peut se balader pendant 6 mois. Pas forcément en continu. En Australie ? Mais pourquoi si loin ? Il n'y a pas beaucoup de pays qui donnent ce type de visa. C'est idéal pour les jeunes. Oui, mais moi je suis pas d'accord pour que tu partes. Une fois que tu seras là-bas, tu vas peut-être tomber amoureux et tu reviendras plus. Ou bien tu vas prolonger tes vacances. Et après, ce sera très difficile de reprendre tes études. C'est même pas sûr que tu puisses encore t'inscrire à l'université. Mais si, papa. Tu sais, dans les pays anglophones, c'est normal de prendre une année entre le bac et les études supérieures. En général, on part à l'étranger pendant 1 an. Ça permet de mûrir. Ici, la majorité des jeunes commencent leurs études supérieures directement après le bac. Mais beaucoup changent d'orientation après la première année. Peut-être que s'ils avaient eu le temps de bien réfléchir, ils n'abandonneraient pas leurs études ou ne changeraient pas d'orientation. C'est vrai, tu as raison. Je connais d'autres jeunes qui ont choisi de partir 1 an à l'étranger et cela a généralement Ah ouais ? plu aux employeurs parce que ces personnes-là sont capables de s'adapter. Alors, tu es d'accord, maman ? Oui, je suis d'accord. Même si cela me fait de la peine de te voir partir aussi loin. Et toi, papa ? Ouais, si ta mère est d'accord, alors je suis d'accord. Oh, merci. Je savais que vous finiriez par me comprendre. Exercice 5. Chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous recevons dans nos studios Pauline Paris, jeune chanteuse parisienne qui vient de sortir son 2e album intitulé Le Grand Jeu. Malgré son jeune âge, Pauline Paris se produit depuis de nombreuses années dans les cafés et les cabarets de la capitale et écrit elle-même ses chansons. Pauline Paris, bonjour. Bonjour Jacques. Dis-moi Pauline, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir chanteuse et d'écrire des chansons ? Alors il se trouve que j'ai pas vraiment choisi d'être chanteuse. C'est arrivé par la force des choses. Donc j'écrivais des chansons et n'étant pas du milieu musical, je connaissais absolument personne pour les chanter. Donc il a fallu que je me mette à chanter pour que ces chansons soient entendues. Donc j'ai commencé à prendre des cours de chant et de guitare et à faire des concerts dans les bars parisiens. Et puis j'ai fait plusieurs enregistrements en studio. Donc pour moi, être interprète, ça reste un travail quotidien qui demande une certaine discipline que j'ai encore du mal à tenir parfois. Mais par contre, composer et écrire, c'est vraiment un plaisir et un besoin même. J'ai lu dans ta biographie que lorsque tu étais une jeune adolescente, tu es partie étudier près de Brighton. Est-ce que ce séjour en Angleterre a influencé ta musique, ta personnalité ? Alors, mon année en Angleterre, ça a vraiment été un tournant décisif dans ma vie. C'est à partir de cette expérience, en fait, que j'ai quitté le monde de l'enfance pour l'autre monde. Je ne sais pas très bien lequel, mais le monde dans lequel on vit maintenant.
Et j'ai vécu cette année en Angleterre un peu comme une rupture. C'était très douloureux. Et puis quelques années plus tard, j'ai réussi à retirer le bon de cette expérience. Et maintenant, je me sens beaucoup plus forte avec cette nouvelle langue qui est l'anglais. Alors aujourd'hui, tu écris donc en français. Et quels sont les chanteurs français qui t'ont influencé? Il y a Gainsbourg, Paris Combo, Edith Piaf, Boris Vian, Lerita Mitsuko, Bourvil, Barbara. Après, c'est toujours une question assez difficile parce que pour moi, l'inspiration reste instinctive. Il faut rentrer en soi-même et puis s'écouter entièrement et laisser son cœur parler. Je ne cherche jamais à ressembler à un autre artiste. Par contre, il m'arrive de faire des clins d'œil. Et par exemple, pour la chanson 1 pour 2, il y a un clin d'œil que j'ai jamais dit à personne encore, donc c'est un grand secret. Mais je vais vous le dire. C'est que quand je chante 1 pour 2, c'est un clin d'œil à l'été indien de Joe Dassin, On ira. Et en fait, j'avais commencé à écrire cette chanson en gardant exactement la même mélodie de Joe Dassin, mais c'était complètement inconscient. Je ne savais pas que j'avais repris l'été indien. Et donc à 18 ans, je vais la faire écouter à ma mère qui me dit « ça me rappelle quelque chose ». Je ne sais pas quoi, mais ça me rappelle quelque chose. Et donc au bout de plusieurs jours, j'ai trouvé d'où venait ce plagiat et puis j'ai modifié la mélodie. Très bien. Et bien maintenant, nous allons écouter 1 pour 2. Exercice 6. Dangereux de quitter son nid à la recherche d'un homme à aimer. Merveilleux de répondre à une invitation en disant-nous paresseux de vivre dans un duplex à Montmartre dont chaque mètre appartient aux deux. 1 pour 2, nous voudrions un café pour 2. Nous voudrions une salade pour 2. Nous voudrions une glace pour 2. Oh, 1 pour 2, c'est tellement mieux que 10 pour 1. Malheureux est-on quand le rêve s'écoule dans un sablier brisé? Et on s'enferme dans son studio, débranche le téléphone et pleure dans un lit une place. L'effort de dire que de toute manière tout va bien. 1 pour 2, nous voudrions un café pour 2. Nous voudrions une salade pour 2. Nous voudrions une glace pour 2. Oh, 1 pour 2, c'est tellement mieux que 10 pour 1.
c'est toujours mieux que rien. Exercice 7. C'était un concours de photos positives sur l'action de la population en Afrique en faveur de la protection de l'environnement. Donc j'ai participé à ce concours avec des photos de mon projet au Maroc, un projet de recyclage de sacs plastiques et d'activités génératrices de revenus en faveur des femmes marocaines. Alors, quelle était la particularité des photos que vous avez prises? En fait, c'était des photos que j'ai prises à différentes étapes du projet. Ce n'étaient pas des photos prises spécialement pour le concours. Donc, j'ai concouru dans la catégorie essai photographique. Donc, c'est des photos qui représentent les différentes étapes du processus de recyclage des sacs plastiques. C'est-à-dire depuis les sacs plastiques dans la nature, leur collecte, nettoyage, séchage, jusqu'à la transformation en accessoires de mode. Alors, quand est-ce que vous est venue l'idée justement de procéder à la confection de sacs qui soient en plastique? Bon, l'idée m'est venue il y a 4 ans. En fait, je viens de cette ville. Je suis originaire de la ville de Berkane. Et les sacs plastiques est une réalité de tous les jours, non seulement dans ma ville, mais au Maroc et plus généralement dans les pays en voie de développement. Donc l'idée était de réutiliser cette matière première qui est gratuite, qui est dans la nature et qui pollue la nature, et en faire quelque chose de vendable qui permettrait de générer un revenu pour ces femmes. Alors, d'être primée aujourd'hui par le Programme des Nations Unies pour le développement, quel est votre sentiment justement? Je suis très honorée et très contente parce que cela représente une reconnaissance du travail qui a été fait jusque-là et de notre action, et un encouragement surtout pour continuer à progresser et persister. Alors justement, vous l'avez dit, votre projet fait partie d'une de vos inventions, si on peut dire ça. IFACEN, c'est une association, c'est votre société. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? IFACEN est une marque de mode, une marque déposée en France. Qu'est-ce que ça veut dire, IFACEN? IFACEN veut dire les mains en berbère. C'est une langue parlée au Maroc et par ces femmes-là. Donc comme tout le processus est fait à la main. Alors aujourd'hui, est-ce que votre produit est connu généralement au Maroc et comment est-ce que la population réagit face à ce que vous leur proposez? Le produit n'est pas vendu au Maroc actuellement. Il est exporté en France. Cela fait 1 an tout juste que l'activité commerciale à proprement dite existe. Donc il est exporté en France, au Japon, en Italie et en Espagne. Et j'espère qu'un jour, oui, effectivement, on arrivera à atteindre le marché local. Exercice 8. Chers auditeurs, bonjour. Nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui Yamou, peintre et sculpteur marocain. Bonjour Yamou. Bonjour. Yamou, vous avez exposé à Paris, Casablanca, Marrakech, Rabat, Londres, Los Angeles, Sao Paulo, Moscou, Cracovie, Bucarest et bien d'autres villes encore. Alors Yamou, qu'est-ce qui vous a mené à la peinture ? Qu'est-ce qui m'a amené à la peinture? Au fait, c'est quelque chose que j'avais avec moi depuis le début. Donc, depuis que je me souviens de mon histoire personnelle, j'ai toujours peint, ou de moins, j'ai toujours dessiné, et les choses se sont enchaînées progressivement. Mais j'ai jamais pensé que la peinture allait être un peu la chose essentielle dans ma vie active. Je m'intéressais à la peinture, je faisais beaucoup de peinture, mais je pensais que ma vie active allait être autre. Donc j'ai fait des études de biologie dans un premier temps, puis après de sociologie, puis arrivé à l'âge de 30 ans, je pense, la peinture s'est imposée par une pratique active et je me suis rendu compte que c'est la chose qui m'intéressait le plus. www.yamou.com où on peut voir l'évolution de vos peintures. Vous citez le critique d'art marocain Mohamed Rajdi et vous dites
De mémoire de sable, l'homme du désert demeure toujours hanté par un profond désir d'habiter quelques jardins. Dans quelle mesure votre peinture est-elle influencée par vos origines ? Je pense que ma peinture est influencée par mes origines dans le simple fait que je peins une réalité immédiate. Quand j'ai commencé à peindre de façon professionnelle, j'avais une forme de nostalgie de mon vécu marocain. Donc, j'ai commencé à peindre professionnellement à l'âge de 20 ans. Et à cette période-là, je venais juste d'arriver en France. Donc, je peignais avec un souvenir. Et dans ce souvenir, il y avait cette histoire de mémoire, de murs, de sable. Et une fois en France, et après une trentaine d'années de vécu, il y a une autre réalité qui s'est imposée à moi. Et quand je peins, je pense que je fais d'une façon indirecte un autoportrait. Et cet autoportrait, il est un peu ce que je suis, un mélange de ce que j'ai vécu au Maroc pendant une vingtaine d'années et ce que j'ai vécu ici depuis une trentaine d'années. Donc, je me considère comme un mélange de ces deux cultures, deux univers, deux ambiances. Et ce que je peins, c'est ce résultat-là. Et je pense que je raconte un peu l'image de cet arbre qui est un peu enraciné dans une terre et qui a été nourri par une culture donnée, qui était, pour ce qui me concerne, un peu le Maroc, une culture un peu arabo-musulmane. Et puis après, pendant une trentaine d'années, ce que j'ai vécu en Europe et en France en particulier, et puis mes voyages à partir de la France vers d'autres contrées du monde. Yamou, merci de nous avoir accordé cet entretien. Pour ceux qui voudraient découvrir les peintures de Yamou et connaître les lieux des prochaines expositions, nous vous rappelons le site www.yamou.com. Exercice 9. Emmanuel Lenné, bonjour. Vous êtes vice-président de l'Alliance française de New York, que les habitués appellent le FIAF. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre travail ? Oui, alors, dans mon travail, il y a 3 pôles d'activités principaux. Je suis chargé de gérer une équipe de 62 profs et de 8 administratifs. Pour les professeurs, j'effectue un suivi pédagogique personnalisé. Je vais les observer en cours, je vérifie que la méthodologie est bien respectée, que les évaluations, par exemple, sont bien mises en place. Je travaille avec eux ensuite lors d'un entretien sur leur technique de classe pour évoquer les problèmes qui se posent et essayer d'y apporter des solutions. Alors ensuite, je suis aussi le manager du centre de langue. Donc j'ai un budget important de 4,5 millions de dollars que je gère avec le comptable de l'Alliance française. Le centre de langue rapporte beaucoup d'argent. Et il est très important qu'on continue à en gagner pour rembourser la dette qui a servi à moderniser l'immeuble et renvoyer une image moderne de l'enseignement de la langue, de la culture et de la France en général. Le 3e pôle d'activité, c'est la dynamisation de toute l'offre de cours, c'est-à-dire renouveler les programmes, créer de nouveaux programmes, attirer de nouveaux étudiants, avec des solutions qui correspondent à l'évolution de leurs besoins en développant des cours à distance, en autonomie ou en semi-autonomie, avec un tuteur, par exemple. Il y a un gros effort de marketing pour promouvoir nos cours, pour attirer plus d'étudiants, puisque notre mission, c'est de promouvoir la langue et la culture française. Alors nous travaillons avec la programmation culturelle pour offrir aux étudiants la possibilité de rencontrer les artistes qui passent au FIAF. Nous créons des cours spécifiques sur les œuvres littéraires des écrivains qui sont invités au FIAF. Les étudiants du club théâtre du centre de langue peuvent aussi rencontrer certains comédiens qui passent ici à l'Alliance. Le FIAF a une vocation à être une destination culturelle. Donc nous avons 2 très grands festivals qui sont très connus à New York, qui sont même reconnus puisque l'un des festivals a été élu l'un des 10 meilleurs nouveaux festivals à New York par le New York Times. Et on a vocation à devenir une destination sociale. On travaille beaucoup pour que les gens se retrouvent ensemble et les fêtes qu'on organise ici pour les membres et pour les étudiants ont beaucoup de succès. Les gens vont au cinéma et après, on propose des rencontres autour du film, par exemple.
Emmanuel Lenné, merci pour cet entretien très intéressant.